hyper cités sur les sujets d'actualité. Vous-même qui nous regardez, vous avez la possibilité de réagir grâce au hashtag Menu Président. Menu Président, c'est parti. Et cette semaine, nous accueillons un homme qui aime Robespierre et Jean-Luc Mélenchon. Bonjour Alexis Corbière. J'entends déjà que ça C'est le parallèle qui vous commence. amuse, Robespierre, Jean-Luc Mélenchon. Je les aime pas de la même façon. Mais Il y en a un qui est un peu moins mort que l'autre, ou plus vivant aussi. Voilà, c'est ça. encore qu'il y a des idées de l'un, celle de Robespierre qui reste d'actualité, le combat pour la justice sociale, pour mettre fin aux monarchies et aux tyrannies. Je crois que, mais évidemment, dans le contexte de l'époque. Tous les deux sont des coupeurs de tête. Non, justement, je Parce que comprends Jean-Luc que. Mélenchon vont quand même couper quelques têtes, Pas du qui tout, abolir pas du des tout. privilèges. Non, attendez. Non, mais je comprends, vous avez raison de me taquiner. On est pour l'abolition de la peine de mort. Il va de soi, dans tous les pays. En France, c'est une des grandes conquêtes d'ailleurs de ce qu'a été le gouvernement de 1981. Et moi, là où je défends la mémoire de Robespierre, je veux dire, la violence, il faut la resituer. Et Robespierre doit être gardé d'abord pour celui qui défend la justice sociale, qui veut porter la question sociale jusqu'au bout, et qui dit qu'il suffit pas que des droits soient proclamés, il faut qu'ils deviennent une réalité, y compris pour le peuple. Et ça m'en fait quelqu'un que j'ai envie de défendre, et j'en ai ras-le-bol que la Révolution française, j'arrête là, je suis trop bavard, mais On vous confirme. Et qu'il n'y ait pas de Alors, Mais on vous va allez dire à des taquiner, choses, vous voyez. oui, c'est ça, on ne On pas. revient à des choses beaucoup plus triviales, Beaucoup nos plus estomacs. matériel, la bouffe. Voilà. Voilà, on est heureux de vous accueillir dans ce food truck. Merci. On vous présente Guylain, voilà, qui va nous servir à déjeuner. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on mange Alors, je ne vais aujourd'hui pas vous là faire un cours de cuisine, mais on aura un ceviche de dos de cabillaud, ouais. on aura un poulet crème de piment, Oula. ou alors une timbale de quinoa avec une sauce crevette. Le quinoa, depuis que Jean-Luc Mélenchon s'est converti, forcément, il vous a converti aussi ou vous l'étiez déjà? Non, mais bon, il m'a effectivement, je dois avouer que j'ai mangé du quinoa depuis que Jean-Luc a défendu ça. Mais c'est l'idée d'abord qu'il faut faire attention à cette manière dont nous avons trop notamment de protéines carnées. Enfin, je veux dire, bon, il y a là. Vous n'êtes pas devenu végétarien quand même. Non, mais Jean-Luc Mélenchon non plus d'ailleurs. Il Oui. s'agit pas de faire croire ça, mais par contre de faire attention à, je veux dire, manger c'est politique. Voilà, on envie de dire à table citoyen. Manger c'est politique. Oui, la manière dont on mange, ce que l'on mange, évidemment, n'est pas en dehors des rapports de production économique. Il y a un modèle aujourd'hui de malbouffe qui va avec le tout productivisme. Voilà, c'est ça qu'on dit. C'est même quand je mange, ça vaut le coup de réfléchir à qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je consomme et quel type de modèle d'agriculture je veux, etc. Sachant que il y a beaucoup de maladies aussi qui sont portées par notre mode de consommation un peu junk. Alors, vous êtes né à Béziers, mais il y a quoi comme spécialité locale à Béziers? Alors aujourd'hui, la spécialité locale, c'est des idées xénophobes. Ça rend pas la vie. Oui, c'est ce qu'on a fait Mais comprendre. longtemps, Qui coupe plutôt l'appétit, donc, qui vous coupe l'appétit. Voilà, mais c'est une belle ville. Déjà, on pourrait, vous savez, il y a un champ gloire au 17e. C'était ces viticulteurs en grève et la troupe qui met crosse en l'air pour pas. Voilà, donc c'est sur les allées à Béziers. Donc c'est le Midi Rouge, d'abord des vignes, une ville au milieu des vignes, et puis une ville très marquée par après 1962 l'arrivée d'abord des rapatriés, donc dans le quartier La Devèze qui c'est comme ça qui est sorti là. Mais mes parents ont habité là, puis à côté. Voilà, c'est une belle ville, une ville du Sud. Après, c'est le rugby, c'est plein de choses. Non, c'est une ville où il y a de la générosité, mais où désormais, évidemment, il y a un chômage de masse, un problème de ce choc entre beaucoup de Français issus d'immigration au chômage. Vous brillez vers ce vote Robert Ménard, la ville. C'est ce que Ça vous surprend pas? On le voyait venir, c'est-à-dire que c'est une ville de chômage avec des personnes âgées dans le centre-ville. C'est très spatialement comme dans beaucoup de villes. Vous avez Désertion du centre-ville, voilà, désertion du centre-ville, voilà, etc. Et un quartier un peu à l'extérieur où surtout les Français d'origine nord-africaine qui sont là avec un chômage de masse. Voilà, évidemment ceux qui peuvent passer les diplômes s'en vont, ceux qui restent sont souvent les fils de la petite bourgeoisie locale, commerçants qui restent, et puis ceux qui n'ont pas réussi dans leurs études restent là souvent et sont toute cette France issue d'immigration qui est assez rejetée, quoi. Le lien est fait d'ailleurs là-bas comme ailleurs entre insécurité et immigration. C'est un lien que vous récusez? Oui. Non, premièrement, c'est pas Chicago, je veux dire, à Béziers, comme dans beaucoup de villes, c'est pas vrai. Après, il y a évidemment partout du chapardage, et puis même tout ça, il y a de la délinquance. Enfin, dans quelle ville de France il n'y a pas de la délinquance? Non, ce qu'il y a, je crois. Toutes les villes de France votent pas pour Robert Ménard. Oui, mais parce qu'il y a ce cocktail, après on pourra en parler, j'ai déjà été trop bavard en arrivant, c'est que vous avez 25% là-bas des gens qui sont des gens qui viennent d'Afrique du Nord, qui sont ce qu'on appelle des pieds noirs. Et je pense qu'il y a une blessure qui est là, et que certains peuvent raviver à tout moment en rejoignant la guerre d'Algérie. Donc vous voyez, il y a un cocktail culturel. Si on ne connaît pas l'histoire d'une ville, on comprend pas. Alors on va passer à table. Je peux vous servir un boisson, éventuellement un café. Même un petit thé, tiens. Très bien. Merci. Et Un thé, tant pis pour le Brexit. Un café, moi, s'il te plaît. Alors, là, si vous là. installez-vous. Alors sur les questions. Je vous ai amené un cadeau, hein.
Ah, mais on l'a déjà, mais c'est Oui, bien. ouais, mais c'est Il est bien. pas cher, c'est bien, donc il se vend bien. Sur les questions de diversité qui Ouais. nous sont chères, on va commencer par là. Jean-Luc Mélenchon, dont vous êtes le porte-parole, on le rappelle, a fait parler de lui tout récemment dans une interview, avec une interview dans Famille chrétienne, qui a hérissé beaucoup de monde, y compris dans votre propre camp. Donc, parce qu'interrogé sur le mariage homosexuel, il a eu cette phrase, je cite: avec la manif pour tous, je fais le pari positif du malentendu. Et il met en avant la distinction entre, je le cite encore, la reconnaissance des couples homosexuels à l'état civil et le sacrement reconnu par l'Église. Et moi, je me suis dit, soit c'est un beau numéro d'équilibriste, soit c'est un beau numéro de faux cul. Oh non, non, non. Alors, plusieurs choses. Je vais essayer déjà, les convictions spirituelles de chacun, on les discute pas. Enfin, je veux dire, ce que veut dire Jean-Luc, c'est... Oui, logiquement, elles n'entrent pas dans le champ public. Voilà, Oui. c'est-à-dire que si des gens ont cru que quelqu'un voulait demander à ce que l'Église catholique reconnaisse le mariage homosexuel, on n'a jamais fait ça. Il ne s'agit pas de bouleverser le dogme, moi j'en discute pas. Deuxièmement, attention, c'est pas parce qu'il y a eu une violence, une virulence lors des manifestations contre le mariage homosexuel, avec parfois des propos inacceptables, qu'il faut pas continuer à chercher à convaincre les gens. Et c'est ce que veut faire Jean-Luc quand il dit qu'il fait le pari positif du malentendu. C'est-à-dire, est-ce que moi je n'assimile pas les milliers de gens qui ont manifesté à parfois les homophobes scandaleux qu'on a pu entendre. Et ils cherchent à convaincre. Voilà. Néanmoins, pour poursuivre sur ce terrain, vous refusez la GPA. Vous êtes hostile à la GPA, sauf que la France a de nouveau été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour avoir refusé de transcrire à l'état civil les actes de naissance d'enfants nés par GPA. Donc ce refus de filiation que nous, la France, on pratique, elle prive les enfants de leurs droits. Vous, l'homme de gauche, ça vous ennuie pas d'abord qu'on prive les enfants de certains droits et ensuite qu'on soit condamné, nous, patrie des droits de l'homme, par la Cour européenne des droits de l'homme? Non, mais on n'est pas contre. Il faut que les enfants aient une filiation. Ça, Oui, mais en refusant la GPA. Non, mais attention. Le problème de la GPA, c'est que ça ouvre la porte à la marchandisation des corps. Oui. Non, il faut l'entendre, ça. Je veux dire, c'est une vraie discussion qu'on peut avoir. Le jour où, une fois de plus, des femmes des beaux quartiers porteront des enfants, des ouvrières qui peuvent pas avoir d'enfants, on en rediscutera. Mais on sait très bien que c'est pas ça qui se trame. Et attention à ce qu'il n'y ait pas une marchandisation de tout. Et on sait très bien qu'il y a une telle pression sociale dans le pays, 6 millions de chômeurs, 9 millions de gens sous le seuil de pauvreté, que si donc il y a là un danger sur lequel je crois qu'on peut tous s'entendre. Là, je vois quand même une contradiction dans votre discours parce que vous parlez marchandisation des corps, mais dans cette hostilité à la GPA, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction avec un droit que vous défendez, c'est-à-dire le droit de disposer de son corps, que vous voulez même constitutionnaliser, comme vous l'avez Moi, je suis répété? contre la prostitution, par exemple. Je suis un abolitionniste. Je pense ça revient à abolir la guerre, c'est le plus vieux métier du monde, la prostitution. C'est comme dire, premièrement, je pense que c'est, je vous laisserai pas dire que c'est un truc, le plus vieux métier du monde, c'est pas vrai. C'est chasseur, sans doute. C'est autre chose que la prostitution. C'est une astuce, ça, de dire, on peut rien faire. Moi, je suis pas d'accord. J'habite un quartier de Paris, au long des Maréchaux, où régulièrement, je vois des jeunes filles. Une fois, c'est venu de l'Est, une autre fois, c'est des Asiatiques, une autre fois, c'est des Africaines, etc. Et je vois là que de la misère et de la souffrance. Vous ne voyez pas les travailleurs sexuels? Non, moi, je suis pas, je pense que, vous voyez pas des gens qui sont des travailleurs sexuels? Non, mais vous estimez qu'ils sont tous exploités? Toutes les prostituées, tous les prostitués sont exploités? Autre, oui. Moi, il n'y a pas de libre choix. Les escort girls sur Internet. Le problème, c'est les relations d'argent. Moi, je suis pas un moraliste. Chacun fait ce qu'il veut. Mais on sait très bien que quand vous avez une situation où des gens n'ont plus que leur corps et offrir ce qu'il y a de plus intime, moi, je suis pour une forme de morale quand même dans la vie. Et je pense que la sexualité est quelque chose qui doit pas être marchandisé. Voilà. Moi, je suis père de famille, j'ai 3 filles, voilà, et j'ai pas envie qu'elles soient prostituées plus tard. J'ai envie d'autre chose pour elles, voilà. Comment Jean-Luc Mélenchon ferait pour abolir la prostitution s'il est élu? Vous m'embarquez sur un sujet. Non, mais déjà, pas trop long. Non, non, mais déjà, un peu la pénalisation du client. Je pense qu'il y a aussi une éducation à faire, notamment chez les hommes. C'est pas vrai que c'est souvent d'ailleurs chez beaucoup d'hommes cette idée qu'il suffit de donner de l'argent pour avoir une relation sexuelle. Je suis pas persuadé que les femmes. Alors vous me dire que ça existe, mais il y a aussi là un présupposé culturel. Je ne crois pas que les femmes se posent le problème de je vais payer un homme pour me faire l'amour. Et il y a là une éducation à avoir, aussi on appelle ça un peu une criminalisation du client. Oui, effectivement, il faut dire voilà, c'est quelque chose qui ne peut pas être fait. On peut pas tout faire dans une société. On peut pas vendre un organe, on peut pas vendre ses bras, on peut pas uniquement pour des raisons d'argent comme ça. C'est la discussion que nous avions. Ce qui ne veut pas dire que je sais très bien qu'il y a des cultures où une sœur va porter l'enfant de sa sœur, etc. Mais on est dans autre chose. Il n'y a pas de rapport d'argent. Alors, franchement, ne perdons pas de vue que ce que nous disons est dans une société où les inégalités sont si fortes que des gens sont prêts effectivement pour s'en sortir. Alors, on change de sujet et on va sur les questions d'immigration et d'étrangers. Une question sur les étrangers d'ailleurs. Jean-Luc Mélenchon, juillet dernier, a une phrase
qui nous a semblé étonnante au Parlement européen. Il a évoqué le travailleur détaché qui vole son pain aux travailleurs qui se trouvent sur place. Je reviens ça sur nous cette a phrase. paru un peu xénophobe comme, comme phrase. On est d'accord. Vole son pain, on entend plutôt ça chez Marine Le Pen. Jean-Luc a dit qu'il aurait dû mettre à ce moment-là, il aurait dû faire ça entre guillemets, comme disent. Non mais il l'a expliqué plusieurs fois, que les choses soient claires. Le travailleur étranger ne vole pas son pain. Et il vient là pour travailler, il est surexploité. Il dit que c'est le sentiment que peut avoir. Non mais la formule, Jean-Luc, est malheureuse, on est d'accord. Suffisamment écrit. Puis surtout, ce qu'il veut dire, c'est selon l'expression que dit. Voilà, donc c'est pas ça le sujet. Non, on est intraitablement nous pour la lutte pour l'égalité entre travailleurs français et étrangers. Le problème, là, c'est que vous avez la directive des travailleurs détachés aujourd'hui. Il y a 500 000 personnes, qui est une concurrence terrible, que personne ne peut accepter, qui est qu'un travailleur, notamment souvent venu d'Europe de l'Est, c'est souvent le cas, a pour principale vertu du point de vue de l'employeur que comme il ne paie pas les cotisations sociales équivalentes à ce qu'elles sont en France, il va coûter moins cher. Et là, bon, donc il faut, nous, si on est en responsabilité, unilatéralement, quel que soit, on n'attendra personne, on abrogera cette directive. En France, c'est un vieux combat. À travail égal, salaire égal. À la présence de travailleurs étrangers en France. Mais bien sûr, les travailleurs étrangers ont fait l'histoire de ce pays, c'est pas le problème. Mais attention, à travail égal, salaire égal. Parce qu'il y a toujours eu une manœuvre de la part du patronat pour utiliser, ce soit les Belges, les Italiens, les Polonais, pour casser les grèves. Et le combat du mouvement ouvrier a toujours été travail égal, salaire égal. Sinon, vous flattez la xénophobie très vite. Il y a quand même des ambiguïtés, on trouve, avec Philippe, dans votre position sur l'immigration. Donc Jean-Luc Mélenchon se dit favorable à la régularisation des travailleurs sans papier. Pour le travail égal, salaire égal. Oui, pour le voilà. Mais pas pour le déménagement permanent du monde, ni pour les marchandises, ni pour les êtres humains. C'est pas très moderne. Je veux dire, nous vivons aujourd'hui dans un monde de déménagement permanent. Donc, alors, deux choses. Pour un mouvement qui se veut dans la modernité, vaste débat de ce qu'est la modernité. Vous savez, la modernité, si c'est pour aujourd'hui dire qu'il faut abroger le code du travail, surexploiter toujours plus, travailler 24 heures sur 24, bon, on pourrait discuter, mais je serais trop long sur ce qu'il faut peut-être par moment dire, comment dirais-je, défendre des acquis sociaux, c'est beaucoup plus tourné vers le futur que vouloir les détruire. Il n'y a rien qui est tombé du ciel. Tout a toujours été une question de rapport de force. Mais que les choses soient claires. L'immigration, c'est aussi souvent un exil forcé. Il y a une chose qui est le cadre supérieur qui va aller bosser à Londres, à New York et qui effectivement a la mondialisation joyeuse. Mais aujourd'hui, observons que ce phénomène, vous avez des populations entières qui quittent des pays parce que les accords de libre-échange ont déstabilisé complètement leur économie. En raison de la crise écologique, vous avez aujourd'hui des migrations qui sont essentiellement climatiques. Des millions de gens qui quittent leur pays en raison de guerres injustes. Vous pensez que vous pouvez convaincre les Français qu'il faut que nous accueillions plus de migrants? Oui, je pense que non seulement il faut convaincre les Français que la France est grande quand elle est elle-même, c'est-à-dire quand elle est à la fois ce pays qui a de formidables potentialités de partage des richesses, de création d'emplois, et que le problème que nous rencontrons aujourd'hui n'est pas le problème dû à l'immigration. Oui. Voilà. J'ai presque envie de le dire à travers votre émission, je ne sais pas si vous regardez, même aux électeurs du Front National. Messieurs, dames qui nous écoutez, vos difficultés que vous avez, je ne les conteste pas. Non, le chômage de masse, les 6 millions de chômeurs, les 9 millions de pauvres, ça n'a rien à voir avec l'immigration. Ça n'a rien à voir, c'est pas vrai. Et ceux qui vous répètent ça, servent généralement cette sauce-là pour servir de prétexte à esquiver les vraies responsabilités. Notre problème, c'est celui du partage des richesses. Nous produisons collectivement des richesses et une minorité en capte comme jamais elle n'en a capté. Voilà, donc arrêtez de vous en prendre aux étrangers. C'est pourquoi tout à l'heure vous me parliez de Béziers. Je vois bien que souvent on fait appel à une histoire pour dire ils nous ont chassés de chez nous et maintenant ils vont pas faire la loi ici. Mais ça, c'est une rancœur. La guerre est finie. Voilà, les amis. Messieurs, dames, la guerre est finie. Et vous avez d'ailleurs, donc Jean-Luc Mélenchon, dans son livre, utilise le terme France métisse. Il est pour une France métisse. Et faire France de tout bois. Faire France de tout bois, oui. Non, mais France métisse, c'est aussi le slogan de Benoît Hamon. Donc, il y a un terrain d'entente là à trouver. Bigre. Souvent, non, mais ouais, écoutez, très bien. Non, mais je conteste pas ça. Benoît, en plus, reprend beaucoup de mots, mais je veux dire, je conteste. Il n'y a pas de copyright là-dessus. Non, mais France métisse, voilà. De toute façon, l'image de la France, elle est celle-là. La France est non seulement a été un pays d'immigration depuis à peu près la moitié du 19e siècle. Italien, polonais, et ça s'est toujours mal passé au point de départ. Hein. C'est des histoires qui commencent mal et qui finissent bien, notamment. Et ce sera pareil avec ceux qui sont venus de l'autre côté de la Méditerranée. De toute manière, y compris quand la religion est différente. Mais oui, parce qu'on est un pays laïque. C'est ça qui permet qu'on fasse justement peuple ensemble. C'est que la question de la religion qui nous a déchirés entre protestants et catholiques, je dis nous, enfin je veux dire qui a déchiré ce pays entre protestants et catholiques, on l'a réglé avec cette potion magnifique, universaliste qu'est la laïcité en disant voilà, on va séparer la politique et le religieux.
liberté totale spirituelle, droit de ne pas croire et de ne pas croire, droit de croire et de ne pas croire. Mais à l'inverse, après, pas de financement public des religions. Voilà, sur cette ligne-là, nous, on est intraitables. Et je m'adresse à tout le monde, à la fois ceux qui viennent nous dire je suis gaulliste et chrétien, comme l'a fait Monsieur Fillon, c'est une erreur politique. Et ceux qui aussi, les exaltés, qui veulent faire croire qu'au nom du fait que aujourd'hui il y aurait trop de discrimination dans ce pays, ils ne se vivraient plus comme français, mais comme notamment musulmans. Je vais le dire parce que moi, c'est des fois ce que me disent certains de mes élèves et que ça me blesse. Voilà, c'est pas ça. Vous n'avez rien compris. Dans ce pays, on est citoyen. Et le citoyen, c'est l'homme sans étiquette. On n'est pas, je suis musulman, juif, catholique. On a le droit de l'être, bien entendu, mais il faut arrêter de se réclamer de ça. Sinon, ça va mal finir. Alexis Corbière, on va maintenant parler politique. Je parle trop vite, hein. Non, non, ça va très bien. Parlons maintenant actualité et politique. Actualité d'abord. Oui, l'actualité avec une affaire qui a beaucoup ému, l'affaire Théo, donc ce jeune interpellé brutalement par 4 policiers à Aulnay-sous-Bois, qui aujourd'hui sont mis en examen, et un notamment pour viol. Est-ce que c'est une discrimination qui a tourné au dérapage, qui a dérapé? Quel est votre regard sur cette affaire? Moi, ça me semble évident. Voilà, je parle évidemment, la justice va faire son travail. Donc je suis un commentateur. Elle ne s'est pas prononcée avec encore, toutes les réserves. voilà. Mais j'observe que Adama Traoré, ce jeune homme, la dernière fois quand il est interpellé, la police utilise des méthodes dont je n'entends pas parler, des mêmes méthodes dans d'autres quartiers, notamment ici dans le 15e ou ailleurs. Ça suffit, ce mépris notamment en direction des milieux populaires et notamment en direction des Français, comme toujours, issus de l'immigration, qui ont une couleur de peau qui n'est pas, comment dirais-je, majoritaire dans le pays. Vous voyez ce que je veux dire. Sur Théo, mais le témoignage de Théo, là, je l'ai lu en venant sur son lit, mais c'est effrayant. Il s'est fait tabasser, torturer, cracher dessus, insulter, cette matraque enfoncée dans l'anus. C'est une folie. Alors moi, que les choses soient claires. La justice doit travailler, mais les responsables et les tortionnaires doivent être expulsés de la police. De la même façon que je crois, si évidemment un instituteur se voyait à reprocher des faits de pédophilie avérés, il serait expulsé de l'éducation nationale. Là-dessus, on doit être exemplaire. Parce que le dialogue, comment dirais-je, la confiance dans la police républicaine est la base de tout. Et quand vous avez ces méthodes brutales, et pourquoi, moi j'aimerais être clair là-dessus, je ne soutiens pas et je dis pas de violence. Mais pourquoi les gens explosent de violence actuellement dans les quartiers? C'est que le quotidien d'un jeune qui habite dans certains quartiers de Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne ou de la région parisienne, c'est que tous les jours vous avez des relations avec la police qui sont détestables, avec des policiers qui font 2, 3, plusieurs contrôles. Nous, on est pour le contrôle, le récépissé, pour arrêter et que des jeunes puissent attester du fait que, voilà, aujourd'hui j'ai été contrôlé 3, 4 fois, etc. Moi, ça m'arrive quasiment jamais de me faire contrôler. Donc c'est important cette affaire et j'espère vraiment, il faut que la justice soit faite et toute la clarté. Est-ce que vous serez néanmoins d'accord pour dire que la France n'est pas un pays de bavure policière? Vous pensez que la France est un pays de bavure policière? J'observe que ça arrive. Alors c'est pas les États-Unis évidemment. Moi je peux comprendre que les forces de police soient sous pression, tendues. Je veux dire. Tout le monde déteste contexte, la police. C'était pas un slogan génial. On est d'accord. Moi je déteste absolument pas la police. Attendez, s'il n'y a pas de police, c'est la loi de la jungle. Voilà, on est d'accord. Donc la police, elle doit être là pour nous protéger les citoyens, chasser les voleurs, etc. Mais quand on demande à la police, quand il y a des manifestations pour défendre le droit du travail, d'être un peu, il y a des consignes. Moi, écoutez, j'ai 25 ans de vie politique, j'ai rarement vu des forces de police aussi, comment dirais-je, dans une volonté parfois un peu d'aller au contact, pour dire les choses simplement. Alors, et c'est pas bien. Hein. On parle politique maintenant. L'affaire Fillon a défrayé la chronique pendant quelques jours et même quelques semaines. Évidemment, ce qui a choqué les Français, c'est les montants. Ce qui a choqué les Français, c'est la présomption éventuelle d'emploi fictif. On ne sait pas pour l'instant. Ce qui a choqué les Français aussi, c'est le népotisme, l'idée de ma femme, etc. Vous voyez où je vais, Alexis Corbière. Je vous en prie. Et comment va votre femme alors? Parce qu'on est d'accord que les deux porte-paroles de Jean-Luc Mélenchon sont. Alors je ne sais pas si vous êtes marié d'ailleurs. Enfin, oui. Voilà. Donc vous êtes marié à Raquel Garrido. Est-ce que quand même ça n'a pas un côté un peu affaire de famille, ce truc, comme chez les Le Pen, comme chez les. Ben, si, oui. Vous êtes Philippot odieux. et son frère, Déjà, Marine et sa nièce, déjà, Alexis et Raquel. Qu'est-ce que c'est que cette histoire alors? Non, déjà, vous êtes odieux. Déjà, il est d'accord. Déjà, on a 14 orateurs nationaux et je ne suis pas marié avec, oui, avec les 13 autres. Non, mais il s'avère que beaucoup. C'est les deux majeurs. Mais pas seulement. Il s'avère que Raquel militait avant que je la connaisse. On s'est connus. Il paraît que vous fritiez d'ailleurs au départ. Voilà. Oui, mais on n'était pas. Moi, j'étais plus. À l'époque de l'UNED, dans les syndicats. Voilà, j'étais plus à gauche qu'elle. Voilà, pour dire les choses simplement. Et mais voilà. Donc on milité ensemble. On fait un couple militant. Et elle porte pas le même nom que moi. Elle y a tenu. C'est sa façon, effectivement, à elle de. Voilà, elle n'a rien à voir. Elle ne me doit rien d'un point de vue politique.
et vice versa, même si elle m'apporte énormément, on échange beaucoup avec toutes les tensions intimes que ça peut avoir. Mais il n'y en a jamais eu de relation d'argent, que les choses soient claires. Le problème n'est pas, revenons à l'essentiel de l'affaire Fillon, moi je lui reproche pas évidemment d'avoir une complicité avec son épouse, le combat politique, l'engagement politique vous brûle au quotidien, et il va de soi que c'est un peu curieux à mon avis d'avoir une compagne ou un compagnon qui passe son temps à dire mais qu'est-ce que tu fous, c'est nul. Bon, nécessairement il faut qu'il y ait cette complicité, y compris dans vos métiers, j'imagine, métiers artistiques ou romanciers ou j'en sais rien. Bon, tu peux pas vivre avec quelqu'un qui... Là, la difficulté, c'est que premièrement, déjà Madame Fillon, le peu qu'on la connaissait, elle ne cessait de passer son temps à dire très gentiment, avec une honnêteté, une candeur, je n'ai rien à voir avec mon mari, je ne travaille pas avec lui, etc. Bon, on l'avait cru. Puis d'un seul coup, on découvre qu'elle a été rémunérée, confortablement rémunérée quand même. Les sommes vous ont choqué? Bah, du moins, c'est le double du salaire médian dans ce pays. Donc, c'est des salaires de cadre sup, quoi. Je veux dire, 3 500 euros par mois. Et avec une incapacité à prouver la moindre activité professionnelle. Bon, c'est ça qui trouble au bout d'un moment. Et on se dit, bah, on comprend pas. Et personne ne travaille dans des conditions où il a aucun collègue de travail, pas le moindre rapport, pas la moindre petite note, que dalle. Bon. Et ça, Monsieur Fillon, il y a quelques jours, nous a fait une opération de... Mais il n'a pas compris alors il dit mes enfants m'ont aidé 3 000 euros à 22 ans. Ben, moi quand je bossais, j'étais surveillant en collège. Je veux dire, c'est des sommes que je ne touche pas d'ailleurs. Je tiens à dire que l'enseignant que je suis depuis 22 ans aujourd'hui ne touche pas ces sommes. Ne touche pas les sommes. Combien vous êtes payé d'ailleurs? 2 350 euros par mois. D'accord. Comme enseignant. D'accord. Là évidemment, je tiens à le dire aussi que je suis en congé dans le cadre de la campagne. Mais je veux dire, le salaire d'un enseignant, 22 ans, j'ai 48, 49 ans. Bon, et je vous trouvez que c'est pas. un salaire qui est insuffisant? Je parle pas de votre cas, mais d'une manière générale, vous trouvez qu'on paye insuffisamment les enseignants dans ce pays? Ça c'est clair. Vous savez que l'OCDE a dit que nous avons les enseignants parmi les moins bien rémunérés, 17% de moins que la moyenne au niveau des pays de l'OCDE, et particulièrement le premier degré. Alors moi, je suis dans l'enseignement professionnel. Qu'il faut défendre, mais le premier degré en France est très très mal rémunéré, très très mal, 68% du moins que l'Allemagne, que nos collègues d'Allemagne. Alors on peut pas passer son temps à dire à juste raison, vive l'école publique, républicaine, laïque, le premier degré c'est là que tout se joue, et avoir des enseignants qui sont sous-payés et qui ont perdu un pouvoir d'achat. Oui, parce que le point d'indice a été gelé pendant 7 ans. Pour finir, après il y a un impôt privé qui est le montant des loyers, etc. Moi je vous dis, 3 mômes vivre à Paris avec un salaire, normalement je devrais pas me plaindre. C'est compliqué. Mais il y a plus, que les choses soient claires. Merci, je ne me plains pas par rapport au quotidien de nos concitoyens. On revient vers notre food truck pour terminer cette émission avec une question politique. Quand le candidat socialiste était 5e dans les sondages et Jean-Luc Mélenchon 4e, il appelait le candidat socialiste à se retirer en expliquant que voilà. Jamais on a été prudent, jamais en prenant l'argument des sondages. Enfin, en disant le candidat le mieux placé, ce qui revenait à peu près à la même chose quand même. Le mieux placé, c'était ça. Si, la phrase a été dite, le mieux placé. Aujourd'hui que les choses se sont inversées, peut-être temporairement, j'en sais rien, mais qu'en tout cas Mélenchon est repassé 5e et que Hamon est 4e, est-ce que vous comprendriez qu'Hamon appelle Mélenchon à se retirer? Alors, d'ailleurs, je veux dire une chose, à l'heure où nous parlons... Oui, ça se rapproche, on est d'accord. Non, c'est pas ça, c'est que ça fait maintenant 8, 10 jours, 15 jours que M. Hamon a été sorti vainqueur de la primaire. Il a dit que la première chose qu'il ferait, c'est appeler Jean-Luc Mélenchon. Il l'a toujours pas fait. Oui. C'est bizarre. Et il a préféré aller voir M. Cazeneuve et Hollande dans un premier temps. Ça veut dire que ça, c'est pas pour demain le mariage? J'en sais rien. Nous, premièrement, Jean-Luc Mélenchon a dit à Benoît Hamon qu'il était d'accord pour le rencontrer. On a lui adressé une petite vidéo pour s'adresser à lui. Maintenant, nous disons une chose. Il y a une chose qui est Benoît Hamon, mais il ne faudrait pas que l'arbre Hamon cache la forêt des autres parlementaires socialistes. 70% des parlementaires socialistes, investis par le Parti socialiste, qui vont soutenir Benoît Hamon, et que Benoît Hamon, mais pas seulement, ont tout voté depuis 2012. Donc ce qu'on dit, tout simplement, et les questions qu'on pose à Benoît Hamon, est-ce qu'on peut dire je vais changer de politique en votant pour les mêmes? Alors on a eu une tradition pour clore cette émission. 3 questions pour finir. Admettons que Jean-Luc Mélenchon soit élu président en mai 2007. Quel serait son menu président? L'entrée, la première chose qu'il ferait en s'installant à l'Élysée? Mesure symbolique. Non, mais la chose forte, parce qu'il faut, l'admission se conclut le dire, c'est cette convocation de l'Assemblée constituante. Mélenchon sera le dernier président de la Ve République. Votez pour le dernier président de la Ve République. Ça suffit. Ce système est étouffant. Trop de pouvoir concentré sur un seul homme. Trop de peuple mis à distance. Donc, droit de révoquer. Moi, je me battrai pour ça. D'évoquer les élus. Prise en compte du vote blanc. C'est important. Et on pourrait continuer comme ça. Vote à 16 ans. Vote à 16 ans. Constitutionnalisation de la règle verte. Constitutionnalisation, je l'ai dit, de l'IVG, et puis surtout qu'il y ait des députés constituants. Il y aura une assemblée législative 5e République classique au mois de juin, on ne va pas annuler ces élections, mais pourquoi pas en octobre, un débat constituant dans tout le pays, qu'est-ce qu'on veut? Il faut se refonder comme peuple. La révolution.
Alors, Non. Citoyenne, non mais démocratique. Citoyenne, bien sûr. Citoyenne, bien sûr. Je vais vous dire les choses. Révolutionnaire. Si ça se passe pas de manière démocratique, ça va se passer de manière violente. Ce pays est en état de grande turbulence. Donc il faut vraiment, la 6e, c'est la solution pacifique. Le plat de résistance du mandat de Jean-Luc Mélenchon, ce qu'on gardera de son quinquennat, je ne sais pas si ce sera un quinquennat d'ailleurs, mais de son mandat. Moi, j'ai l'embarras du choix, mais j'aimerais que ce soit au moins le partage des richesses, évidemment. Alors il y a notre réforme fiscale qui fait que les plus hauts revenus vont payer davantage et que les catégories, les classes populaires déjà sur lesquelles je supporte beaucoup, elles verront leurs impôts baisser, peut-être même les catégories moyennes. Donc nous 14 tranches d'impôts, je l'ai dit, lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. 60 à 80 milliards d'euros chaque année qui échappent à l'impôt, qui part en fraude et évasion fiscale. Si on fait revenir cet argent, évidemment avec des fonctionnaires des impôts qui vont aller chercher cet argent, tout peut changer. D'accord. Autre chose, on n'en a pas parlé, lutter contre les discriminations et la diversité. Si on fait le salaire égal et travail égal entre femmes et hommes dans ce pays, on peut cotiser la retraite à 60 ans. On le fait ça ou pas? Si ça on le fait, bah écoutez, merveilleux. Et dernière question, donc le dessert, la cerise sur le gâteau, l'hologramme de Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre. Non, la fin, c'est ça, qu'est-ce qui resterait? Ça, je sais pas, mais... Bon, la mesure insolite, inattendue. Bah, tout simplement le fait peut-être qu'après qu'il ait terminé son boulot, les gens disent il a tenu ses promesses. Enfin. Du coup, on le réélit? Non, du coup, il s'en va. Mais il laissera une marque dans l'histoire. Mais pourquoi pas? Mais je veux dire, franchement, voilà, je veux dire, Jean-Luc Mélenchon, mais comme moi j'aime ce pays. Et Jean-Luc Mélenchon, en plus, il m'a fait aimer la France. Et le soleil revient au moment où vous prononcez cette phrase, Alexis Corbière. Voyons-y un signe. Merci d'avoir été notre invité aujourd'hui. Et je vous offre ça alors. Vous l'avez déjà? Bien sûr, on l'avait déjà, mais vous en aurez. On en aura un deuxième. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Menu Président. Salut.